Est-ce que Virbac est une opportunité d'investissement attractive au cours actuel? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste des produits vétérinaires. On est sur une entreprise, sur un cours qui a fait pas grand-chose, hein, on va dire, allez, moins de 100 en tout cas, qui a moins que doublé en 10 ans. Bon, c'est pas exceptionnel. On va aller regarder s'il y a du potentiel quand même. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on est sur une croissance, médiane de 5,4 ce qui est tout à fait raisonnable. Derrière moi, on est plutôt à 12 hein, c'est quand même pas mal. Alors c'est un peu cyclique, mais voilà, on est sur en fait, globalement, on est sur une croissance qui ralentit un petit peu et il y a des acquisitions maintenant qui viennent, stimuler cette croissance, hein. Ici, ce sont des acquisitions, donc croissance, plutôt externe qu'organique maintenant. On voit 2,4 milliards de market cap d'acquisition contre 2,8 milliards de market cap, en fait, est-ce que toutes les acquisitions ont créé de la valeur? Peut-être pas, hein, donc ça, il faut aller vérifier. Le management n'a peut-être pas un bon track record en fusion-acquisition. Bon, il y a un fonds de croissance. Maintenant, on stimule ça avec la croissance externe. Est-ce que cette croissance a permis de monter les marges? Alors, en taux de marge brute, on est plus haut qu'il y a 10 ans. Ça, c'est bien, hein, 67 de taux de marge brute. On arrive à baisser les coûts, monter les prix ou les deux. Ça, c'est très bien. Le taux de marge d'EBITDA a globalement bien suivi. Taux de marge d'EBITDA en hausse par rapport à il y a 10 ans. Donc, on est quasiment à 20 excellent. Et le taux de marge nette est à 10,4 plus haut qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on était quand même proche du seuil de rentabilité, hein. D'ailleurs, on a fait des pertes en 2017. Depuis, ça s'est bien amélioré. Est-ce qu'on génère des free cash flow? Ah, pas forcément, hein. Un petit peu moins que de bénéfices nets. Bon, globalement, sur les marges, on peut dire que, d'une part, l'entreprise a un avantage concurrentiel. Ça, c'est quand on est au-dessus de 60 et en plus, des opérations qui sont très bien gérées, de sorte que le taux de marge d'EBITDA soit, proche des 20 ce qui est très, très bien. Au niveau de la conversion des bénéfices nets en free cash flow, alors en cumulé, on a, plus de free cash flow que de bénéfices nets. Bon, pas énormément plus, hein, mais un petit peu plus. Est-ce qu'on est BFR négatif? Non, malheureusement, on est à BFR positif. Alors, si on compare au chiffre d'affaires, ça fait combien? Hop, on est sur 1,4 milliard de chiffre d'affaires, sur, 300 millions de BFR. C'est quand même élevé, hein. C'est quand même élevé. Peut-être 20-25 donc là, ça veut dire que, en fait, Virbac est un peu à la merci de ses clients et de ses fournisseurs, hein. Donc on est sur un BFR qui est en augmentation depuis 10 ans. Ça, c'est moins bien, là, hein. C'est-à-dire que donc 3 facteurs pour le BFR: les délais de paiement client, les délais de paiement fournisseurs et les stocks, donc la variation des stocks. Soit donc leurs produits se vendent moins bien qu'avant, ils accumulent des stocks, soit les conditions de paiement données par les clients, se sont dégradées, soit les conditions de paiement, obtenues que les fournisseurs se sont dégradées. En tout cas, il y a un maillon dans la chaîne là qui fait que ça se dégrade et malheureusement, c'est pas extraordinaire, hein. Et ça va se voir au niveau de la liquidité, hein, et puis, peut-être de la dette. Donc attention sur le DFR qui se dégrade pour Virbac. Au niveau des dépréciations amortissements, de la dépense en capital, on est sur, des CAPEX qui sont légèrement supérieurs aux dépréciations amortissements, mais on a 1,210 milliard de other dans le cash items. De quoi il s'agit? Il faut aller voir dans les tableaux flux de trésorerie. Donc les deux, hein, dépréciation amortissement et other non cash items sont supérieurs au CAPEX, donc ça vous explique pourquoi les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Bon, pour valoriser l'entreprise, entre les free cash flow et les bénéfices nets, il vaut mieux utiliser les free cash flow, à mon avis. Et puis, c'est une boîte qui commence quand même alors, elle fait peut-être moins de croissance organique qu'avant, quoique, parce que en tout cas, il continue à faire de la dépense en capital, hein, par rapport aux dépréciations amortissement. Donc, il continue à faire légèrement grossir l'appareil productif. Bon, vu qu'ils sont, à mon avis, sur une croissance organique qui va ralentir un petit peu, peut-être qu'il n'y a pas de raison de faire autant de dépenses en capital. Peut-être qu'ils devraient en faire un petit peu moins. En tout cas, il vaut mieux utiliser les free cash flow que les bénéfices nets. Par rapport à la rentabilité opérationnelle, on est à 2% de rendement des capitaux investis en médiane, et actuellement, c'est 2,3 Ça, c'est très bien. Bonne rentabilité, supérieure à la croissance organique, donc on peut dégager du cash. Alors, il faut que ce résultat opérationnel, évidemment, se convertisse en free cash flow, hein. C'est pas toujours le cas. Donc, ici, en tout cas, on est sur, voilà, une rentabilité qui est supérieure à la croissance organique, qui va permettre de s'autofinancer, faire des acquisitions et rémunérer l'actionnaire, et aussi baisser la dette s'il y en a. Il y a un petit peu de dette, mais rien de
Voilà, rien d'insurmontable, hein. Un peu, moins d'une fois l'EBITDA, bon, même pas là, bah, on est presque à la moitié de l'EBITDA en termes de dette nette, donc il y a pas de problème. Cette dette nette, elle a monté est-ce qu'elle a monté à cause d'une acquisition? Ça a l'air d'être le cas, hein. Alors ici, on est, en cumulé, si ça s'aligne, ouais, j'ai l'impression que c'est, en tout cas, en partie à cause de l'acquisition que la dette nette, a monté ici. Bon, bah, très bien. On est, sur un bilan qui est quand même solide au niveau de la rémunération de l'actionnaire. Si on met les dividendes, les actions en circulation et le rendement d'actionnaire, on a 135 millions de free cash flow, 11 millions de dividendes. C'est radin, ils sont très radins. C'est moins d'un dixième des free cash flow. Pourquoi est-ce qu'ils versent pas de dividendes? Ça, je sais pas pourquoi. Et ils sont franchement, ils sont pas, hein. On est à le rendement d'actionnaire, il est à 0,4. Et ça, c'est en fait uniquement le rendement du dividende, puisqu'ils rachètent pas structurellement leurs actions. Peut-être pour ça aussi que le titre est un peu boudé, hein, c'est que ça verse pas de dividendes, quoi. Donc, là, je me demande pourquoi alors que les free cash flow sont plus haut absolu, hein. Bon, mystère. Donc ça, enfin mystère parce que je n'ai pas lu les rapports financiers, ni assisté à des conférences call et cetera. Donc ça, c'est le travail que vous devez faire évidemment si vous êtes intéressé par Virbac. Alors, au niveau de la valorisation, en valeur d'entreprise sur EBITDA, bon, on commence à être, proche des plus bas. Enfin alors, les plus bas, c'était en 2023 et en début d'année, on était à 9, respectivement à 8 et 9 fois en valeur d'entreprise sur EBITDA, ce qui n'est pas très, très cher. On est sur du 10,3 actuellement contre une médiane 10 ans de 13,6. Après, est-ce que, ça, cette médiane, elle est un peu sympathique parce on va dire qu'on a des périodes avec une plus forte croissance, dans le multiple là. Si on prend un multiple à 5 ans, là, on est, sur du 11,3 en médiane contre 10,3 actuellement, donc peut-être 10-15 de décote, mais c'est tout, hein. Ça, à prendre en compte, hein. Ensuite, on peut aller comparer, bon, bah, ce que vous devez connaître, c'est Vetoquinol. Hop, alors on va regarder la market cap et on va regarder la valorisation. Hop, donc enfin, Virbac est quand même 3 fois plus gros, mais ouais, il est, quand même plus valorisé que Vetoquinol et ça a souvent été le cas sauf, on va dire, période exceptionnelle. Bon, donc ce qui me fait dire qu'il y a pas forcément de décote, hein. On est, plus valorisé que, le concurrent qui est 2 à 3 fois plus petit. Bon, conclusion du dossier Virbac, donc bonne petite activité défensive. Maintenant, il y a pas vraiment de catalyseur, quoi, hein. On n'est pas trop valorisé, donc d'un côté, vous avez un peu de décote, peut-être à rattraper. La croissance n'est pas extraordinaire, mais elle est présente, hein, mais elle est pas extraordinaire, c'est plutôt un fond de croissance. La rentabilité est bonne, après il y a pas de dividendes, donc moi je me demande pourquoi il y a pas de dividendes, il devrait monter ces dividendes. Donc là, plutôt, une optique, fonds de portefeuille défensif parce que c'est pas très volatile et que, voilà, il reste de la croissance. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.